Eric David, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de l'Immersive. Bonjour. Alors, comme l'indique le concept de la plateforme L'Immersive, je vous invite à vous présenter. Alors, donc, je m'appelle Eric David. David, c'est le nom. Et je suis déjà un vieux de la veille, hein, puisque je suis professeur émérite de droit international public de l'Université libre de Bruxelles, mais toujours actif dans le domaine du droit international, puisque je n'arrête pas à la fois de publier et de mettre tous les cours que j'ai déjà édités, de les mettre tous à jour. Et donc, je reste tout à fait branché sur l'actualité juridique en matière de relations internationales. Et vous avez plaidé aussi au niveau international, justement? Oui, alors j'ai plaidé, mais ça, il y a déjà quelques années quand même, hein. La dernière fois que j'ai comparu devant la Cour internationale de justice, c'était en 2012, dans l'affaire Hissène Habré, où j'étais le conseil de la Belgique, qui avait attrait le Sénégal aux fins soit de faire juger Hissène Habré par les juridictions sénégalaises, soit de l'extrader vers la Belgique si les juridictions sénégalaises ne poursuivaient pas, ne jugeaient pas Hissène Habré. Et donc c'est une affaire, c'était la dernière affaire dans laquelle j'ai plaidé. Et avant cela, dans les années 90, là j'ai plaidé dans plusieurs affaires, l'affaire de Lockerbie, le différend territorial entre Qatar et Bahreïn, l'affaire Yerodia qui opposait la RDC à la Belgique, et alors dans l'avis qui a été rendu sur la légalité d'emploi des armes nucléaires dans 1995. Très bien, professeur Eric David. Moi, je vous ai invité pour évoquer avec vous deux grands dossiers d'actualité. D'abord, la situation au Sahara occidental. L'Espagne s'est retirée de ces territoires-là en 1976, 76 pour nos amis français et francophones d'Afrique. L'ONU considère le Sahara occidental comme un territoire dans la décolonisation n'est pas achevée. Elle considère en fait que c'est un pays colonisé. C'est bien cela. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu dans le... Oui, oui, tout à fait. Alors, bien sûr, le Sahara occidental, si vous prenez la liste des territoires non autonomes qui est établie par les Nations Unies, vous constatez que le Sahara occidental fait partie des États qui ne sont toujours pas, qui n'ont toujours pas accédé à l'indépendance. Et donc, il ne fait aucun doute que, bien sûr, nous sommes dans un système de colonisation qui perdure. Alors, c'est une colonisation un peu particulière, puisque en réalité, ici, c'est une occupation plutôt de territoire par le Sahara, par le Maroc, pardon. Hein, c'est le Maroc qui occupe actuellement les 2 tiers ou les 3 quarts du territoire du Sahara occidental. Hein, je dirais la partie utile du Sahara occidental est occupée par le Maroc, et alors il reste une bande de désert qui borde à la fois d'un côté l'Algérie au nord et la Mauritanie au sud, qui elle est occupée par la République arabe sahraoui démocratique. Mhm. Qu'est-ce qui fait que ce conflit perdure, professeur? Fondamentalement, c'est la volonté intransigeante du Maroc d'obtenir, de récupérer, selon eux, ce territoire qui, selon le Maroc, appartiendrait depuis longtemps au Maroc, à l'Empire chérifien, si on remonte au XIXe siècle. Hein, mais il faut savoir que donc cette affaire, cette réclamation a été plaidée devant la Cour internationale de justice en 1975, et que c'était dans le cadre d'un avis consultatif qui avait été demandé par l'Assemblée générale des Nations unies à la Cour internationale de justice. L'Assemblée voulait savoir, d'une part, si si le Sahara occidental était un territoire sans maître, et en cas de réponse négative, est-ce qu'on pouvait considérer qu'il y avait des liens de souveraineté entre le Maroc d'une part et le Sahara occidental d'autre part.
Et donc la Cour a répondu qu'effectivement, le Sahara occidental, à l'époque de la colonisation espagnole, n'était pas un territoire sans maître, c'était un territoire qui était occupé par des tribus qui sont donc passées sous la domination de l'Espagne, qui a annexé le territoire, qui en a fait une colonie. On l'appelait à l'époque le Rio de Oro. Et en ce qui concerne la deuxième question qui était posée par l'Assemblée générale des Nations unies, est-ce que le Maroc pouvait prétendre à un quelconque lien de souveraineté sur le Sahara occidental? Et la réponse de la Cour était très claire. La réponse était négative. Les liens qui ont pu exister entre certaines tribus du Sahara occidental et le sultan du Maroc ne pouvaient en aucune manière, sur le plan juridique, s'apparenter à des liens de souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Il faut savoir qu'à l'époque, non seulement le Maroc réclamait ce territoire, mais la Mauritanie en faisait de même. Et la Cour a reconnu qu'il y avait bien et bien ce qu'elle a appelé des droits à la terre de l'ensemble mauritanien, mais là aussi, elle n'a pas dit que ces droits à la terre, qui étaient des sortes de droits coutumiers, avaient une quelconque incidence sur la souveraineté de la Mauritanie sur le Maroc, sur le Sahara occidental, je vais y arriver. Et alors, finalement, la Mauritanie et le Maroc ont occupé le Sahara occidental en 1976, comme vous l'avez rappelé, et à partir de ce moment-là, la population du Sahara occidental n'a cessé de réclamer son indépendance, ou en tout cas l'exercice de son droit à l'autodétermination. Elle a réclamé la reconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit qui avait d'ailleurs été reconnu très clairement par la Cour internationale de justice dans l'avis qu'elle a rendu en 1975. La Cour a dit à cette époque que, donc, d'une part, le Sahara occidental n'était pas un territoire sans maître à l'époque de la colonisation espagnole, que d'autre part, il n'y avait pas de lien de souveraineté entre le Maroc ou la Mauritanie et ce territoire, et troisièmement, que la question devait se résoudre sur la base du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, comme vous le savez, à la fin des années 70, je pense en 79, 80, quelque chose comme ça, je ne connais plus la date exacte, la Mauritanie s'est retirée et le Maroc a alors occupé la partie qui était précédemment occupée par la Mauritanie. Et donc, on peut dire que actuellement, la situation du Sahara occidental est une situation de territoire occupé par le Maroc, et pour la situation pour laquelle le droit international reconnaît très clairement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit qui a été reconnu non seulement par la Cour internationale de justice, mais aussi par l'Assemblée générale et également par le Conseil de sécurité. Alors, très bien, puisque la légitimité de la prise de contrôle de facto, comme vous l'avez dit au départ, de 2/3 ou de 3/4 ou de 80% du territoire sahraoui par le Maroc n'est pas reconnue par l'ONU, pourquoi les États membres de l'ONU, ou certains États en tout cas, commencent à reconnaître ces territoires comme étant des territoires marocains? En l'occurrence les États-Unis d'Amérique, l'Espagne, revirement total récemment, qui était l'ancien pays occupant. Comment vous l'expliquez? Alors là, c'est une question qui relève davantage de la science politique, qui n'est pas vraiment mon domaine, surtout que je ne suis pas, je dirais, un observateur patenté des relations politiques entre le Sahara occidental et les différents États en cause. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui ont joué. Je pense que d'une part, la diplomatie marocaine fait très bien son travail, et d'autre part, il y a ce fait accompli qui perdure envers et contre tout. Il se fait que depuis les années 90, le Sahara occidental, plutôt le Front Polisario, qui est le représentant du Sahara occidental, et le Maroc ont conclu des accords de cessez-le-feu.
Le Maroc, comme vous le savez, a entouré la partie utile du territoire qu'il occupe d'un mur. Il y a un énorme mur qui fait plus de 2500 km de long, qui ne permet donc pas aux populations sahraouies, bien sûr, d'entrer dans ce territoire, dans des territoires occupés par le Maroc. Et alors, je pense qu'il y a une forme à la fois de résignation devant le fait accompli par les autres États, fait accompli qui, en quelque sorte, trouverait sinon sa justification, du moins une forme d'explication par la résignation des États qui reconnaissent la souveraineté du Maroc sur la partie occupée du Sahara occidental, et donc une espèce de, j'ai envie de dire, de ras-le-bol finalement, hein, de dire bon, ben, ça ne sert à rien, actuellement le Front Polisario n'est pas capable de récupérer la partie du territoire occupée par le Maroc. Eh bien, par conséquent, il y a là une situation de fait qui dure depuis tellement longtemps que finalement on va reconnaître cette situation, et probablement qu'il y a des avantages politiques ou économiques à être bien avec le Maroc, mais ça c'est une question sur laquelle je n'ai pas d'éclairage particulier. Mhm. Mais il y a eu des précédents dans l'histoire contemporaine où des pays d'Afrique et d'ailleurs ont été occupés, colonisés, et ça a perduré beaucoup plus longtemps que l'occupation du Sahara occidental par le Maroc. Mais il y a eu, au final, l'indépendance de ces pays-là. Je pense aux pays d'Afrique qui étaient colonisés par la France, une autre partie de l'Afrique anglophone colonisée par la Grande-Bretagne, etc. Est-ce que le temps, est-ce que le temps peut donner, peut être utilisé comme un droit de fait? Non, certainement pas. Le temps n'est pas du tout un titre de souveraineté sur un territoire. La seule possibilité pour justifier une reconnaissance, c'est en réalité l'accord. À partir du moment où il y a accord des parties, alors tout va bien. Vous avez cité des exemples d'États, de territoires colonisés. On pourrait citer aussi le cas des États baltes. Les États baltes ont été occupés par l'URSS depuis, je crois que c'était la fin de la Première Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises, ou la fin de la Deuxième, je ne sais plus exactement, mais enfin, toujours est-il que l'annexion, en tout cas certainement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'annexion des États baltes par l'URSS n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Et bien, vous voyez que malgré le fait que ces États ont été certainement occupés entre 1945 et 1990, jusqu'au moment où l'Union soviétique s'est désintégrée pour devenir la communauté des États indépendants, eh bien, c'est seulement à ce moment-là qu'alors les États baltes ont recouvré leur indépendance. Hein, mais en aucune manière, le temps qui a passé, donc près de 45 ans, n'a pu aboutir à la reconnaissance de la validité de l'occupation de ces États par l'URSS. Est-ce que le cas du Sahara occidental ne peut pas être un cas d'école, que dorénavant n'importe quel pays euh, peut annexer n'importe quelle région, n'importe quel pays, et dire oui, c'est comme ça, hein. On est en train de le connaître aujourd'hui, par exemple en Ukraine, le Donbass, avant la Crimée. Pourquoi pour ça, pour ces cas-là, la communauté internationale, entre guillemets, c'est-à-dire les Occidentaux, ont riposté énergiquement, et pas pour le cas du Sahara occidental? Alors, en ce qui concerne la relation des États occidentaux avec le Maroc, je répète, hein, il y a bien sûr le travail relativement efficace de la diplomatie marocaine. Il y a aussi le fait que le Maroc apparaît comme une sorte d'allié de fait avec l'Occident pour lutter contre le terrorisme, qui est quelque chose auquel l'Occident tient beaucoup. En ce qui concerne, vous parliez de l'Espagne tout à l'heure, mais il faut savoir que les eaux sahraouies sont des eaux particulièrement poissonneuses
et que les pêcheurs espagnols ne se privent pas d'aller pêcher allègrement les ressources halieutiques de la zone économique exclusive maritime donc du Sahara occidental avec l'accord du Maroc. Et donc là, si vous voulez, il y a un élément économique qui peut expliquer évidemment notamment le fait que l'Espagne a changé son fusil d'épaule, qu'il a viré sa cutique, comme on dit. On va parler dans un instant de l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc. Mais avant, professeur David, le fait que l'opinion publique espagnole, donc issue du pays anciennement colonisateur, le fait que cette opinion publique espagnole soit majoritairement favorable à l'indépendance des Sahraouis, est-ce qu'elle compte aux yeux du droit international? Non, aux yeux du droit international, ça n'a pas beaucoup d'effet. Ce qui est important, c'est ce que les États pensent. Or, les États s'expriment par la voix de leurs représentants officiels, c'est-à-dire le gouvernement. Et à partir du moment où le gouvernement dit blanc ou dit noir, eh bien, juridiquement, c'est blanc ou c'est noir. C'est les gouvernements qui font le droit international. Ce ne sont pas les organisations non gouvernementales, ce ne sont pas les particuliers, ce n'est même pas la population, sauf dans les cas très particuliers. Je pourrais vous citer comme exemple d'influence de l'opinion publique sur le droit international, une procédure telle que la procédure des initiatives citoyennes européennes, qui est quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez original, dans le cadre de l'Union européenne, qui s'explique un petit peu par la grande solidarité qui existe entre les différents États membres de l'Union européenne. En dehors de cela, l'opinion publique, elle est bien sûr fondée à donner son avis, mais ce n'est pas elle qui fait le droit international, ça certainement pas, ce sont les États. Bien que les États et la doctrine, aussi prestigieuse soit-elle, même moi, qui suis bien sûr une doctrine prestigieuse, vous imaginez, quand je dis blanc, ce n'est pas nécessairement blanc sur le plan juridique. D'ailleurs, quand vous prenez le texte de l'article 38, paragraphe 1, petit d du statut de la Cour internationale de justice, les sources du droit international, c'est d'abord l'article 38, paragraphe 1, c'est la coutume, ce sont les traités, ce sont les principes généraux du droit, et alors vous avez ensuite la doctrine et la jurisprudence comme moyen auxiliaire de détermination de la règle de droit. Donc, ce n'est rien d'autre en réalité, voyez-vous. Et donc, ce n'est certainement pas l'opinion publique qui fait le droit international, c'est certainement pas. Alors, hormis l'Espagne, qui s'est rangée tout récemment du côté de ce qu'on appelle la solution marocaine, c'est-à-dire une certaine autonomie, le reste des pays de l'Union européenne ont la même position, au fond, que l'Union européenne. Et si vous voulez bien nous rappeler la position officielle des institutions européennes. Écoutez, les États européens, je ne pourrais absolument pas vous dire quelle est leur position. Alors c'est vrai qu'il y a, en tout cas en Belgique, il y a eu des déclarations de la part de notre ministre des Affaires étrangères plutôt favorables à l'idée d'une reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, moyennant un statut d'autonomie qui serait attribué à la population du Sahara occidental. Mais c'est quelque chose qui ne correspond absolument pas à la volonté de la population sahraoui. La population sahraoui réclame à corps et à cri son indépendance, en tout cas l'exercice de son droit à l'autodétermination, exercice qui pourrait d'ailleurs conduire éventuellement à une intégration, selon l'une ou l'autre forme, du territoire sahraoui dans l'État marocain. Mais ça, pour ça, il faut l'accord des personnes concernées, et donc l'accord de la population sahraoui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Professeur David, c'est très important ce que vous venez de dire. Vous venez de parler d'une déclaration du ministre des Affaires étrangères belge, récente, cette déclaration? Oui, c'est récent, c'est récent. De Madame Hadja Labib? C'est ça.
Oui, c'est tout à fait récent, où elle a une position qui était plutôt favorable, un petit peu comme l'Espagne, je dirais, à un statut d'autonomie, qui est le statut proposé par le Maroc. Mais encore une fois, c'est un statut qui n'a absolument pas rencontré l'accord du Front Polisario et du gouvernement de la République arabe sahraoui démocratique. Moi, je sais que ça a été des propos polémiques et que la ministre des Affaires étrangères belge, Madame Adjel Habib, a dû revenir sur cette question. Et ça s'est passé lors d'un des voyages de la ministre au Maroc. Et elle a bien repris. Elle s'est corrigée ou elle s'est... en tout cas, elle a repris en disant que euh, que son pays, la Belgique, le royaume de Belgique, se rangeait par rapport à la position de l'ONU. Écoutez, ça, je ne le savais pas, ça, c'est quelque chose que j'ignore. Moi, je me souviens simplement de l'élément, si vous voulez, un peu spectaculaire de effectivement cette reconnaissance de la solution proposée par le Maroc. Mais si la ministre est revenue sur ses propos, ça, j'en suis ravi, mais là, vous me l'apprenez. Moi, je l'ignorais complètement. Non, non, je vous l'apprends officiellement. Ça a été repris par la presse belge. Madame Adjal Habib a clarifié ses propos après cette polémique et elle a évoqué une invitation à reprendre les discussions à l'arrêt depuis plus de 2 ans et à trouver une solution. Et elle avait fait passer sa déclaration par l'agence officielle, hein, l'agence Belga. J'en suis ravi, il n'y a pas de problème. Non, non, je suis absolument certaine. Et la Belgique, elle a dit qu'elle s'inscrivait dans la ligne des positions tenues par d'autres pays européens comme la France ou l'Allemagne. Et c'est pourquoi je vous posais la question de savoir, hormis l'Espagne, on le sait, tous les pays de l'Union européenne, officiellement en tout cas, se positionnent par rapport à l'ONU. Et donc, aucun pays ne veut se mouiller dans le sens que vous avez dit. C'est la bonne position. Moi, le juriste que je suis ne peut que s'en féliciter, bien sûr. Ah ben, ça vous ravit alors. Tout à fait. Alors, parlons maintenant de cet accord de pêche. Il ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait très longtemps que l'Union européenne a conclu un accord de pêche avec le Royaume du Maroc et c'est un accord, je crois, qui est renouvelable tous les 4 ans, 5 ans. Je ne sais pas exactement la durée de cet accord. Et pourquoi seulement cette fois-ci, le tout dernier accord a fait polémique aussi et le Sahara occidental, au nom par ses représentants officiels, hein, le Polisario, ont dû aller jusqu'à la Cour européenne la Cour de justice européenne et elle a statué au profit du Sahara occidental. Pourquoi seulement cette fois-ci la RASD, comme on l'appelle, la République arabe sahraoui, a réagi officiellement? Alors, ça, je ne pourrais pas vous dire exactement pourquoi elle a attendu aussi longtemps, mais enfin, toujours est-il qu'elle l'a fait, et que d'ailleurs, c'est assez curieux parce qu'au fond, dans un premier temps, le tribunal de première instance de la Cour de justice avait, je crois, en 2018, annulé en effet l'accord donné par, ou plutôt la décision du Conseil d'accepter cet accord, de conclure cet accord. Et puis ensuite, alors, il y a eu un pourvoi à la fois du Conseil et du Maroc contre cet arrêt rendu par le tribunal de première instance. Et la Cour de Luxembourg a décidé ensuite qu'en réalité, elle a décidé ça, je crois, en grande chambre d'ailleurs, avec l'ensemble des magistrats, elle a décidé qu'en réalité, il fallait annuler l'arrêt rendu par le tribunal de première instance. Alors, ce qui est très amusant, c'est que le Maroc a crié victoire, hein, puisque la décision avalisant
l'accord conclu avec le Maroc retrouvait son ampleur. Mais alors, la motivation est assez curieuse parce qu'en fait, la motivation consistait à dire il est évident que l'accord ne peut pas, la décision d'approuvant l'accord conclu par l'Union européenne avec le Maroc ne peut pas être annulée, puisque il est clair que le Sahara occidental n'est pas un territoire relevant de la souveraineté marocaine. Par conséquent, il est impossible que cette décision ait pu avoir cet effet et pu s'appliquer au territoire du Sahara occidental. Et donc, autrement dit, ce que les Marocains ont pris pour une victoire était en réalité une belle défaite, parce que de cette manière-là, la Cour de justice reconnaissait qu'effectivement, le territoire du Sahara occidental n'appartient pas au Maroc et que l'accord qui avait été conclu entre le Conseil d'une part et le Maroc d'autre part ne pouvait pas avoir d'effet sur ce territoire, que par conséquent, effectivement, l'arrêt rendu par le tribunal de première instance était sans objet. Monsieur David, quel rôle a joué, selon vous, la corruption par le Maroc d'un certain nombre de députés européens? Et est-ce que, après ce scandale, la roue peut éventuellement, ou pourrait éventuellement tourner à la faveur des Sahraouis enfin? Alors c'est vrai que le Maroc avait jusqu'alors plutôt bonne presse auprès du Parlement européen, comme auprès du Conseil, bien sûr, grâce notamment à l'influence de la France. Mais c'est vrai que l'image du Maroc ne sort pas grandie de ces aspects de corruption, de ces éléments de corruption qui auraient été qui sont mis en évidence par la justice belge. Et par conséquent, ça peut effectivement conduire à des positions plus tranchées de la part du Parlement européen à l'égard des relations entre l'Union européenne et le Maroc. Ça, c'est vrai que ça peut jouer un rôle incontestablement dans le cadre de la relative approbation que le Parlement donnait aux relations entretenues par le Maroc avec le Conseil de l'Union européenne. Vous connaissez certainement l'initiative citoyenne européenne qui appuie justement le combat des Sahraouis auprès de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de lobbying là aussi? Oui, certainement. C'est un lobbying évidemment qui va dans le bon sens, celui-là, mais je ne connais pas les détails de cette initiative. J'aime bien ce que vous venez de dire, le lobbying qui va dans le bon sens. Le lobbying, en principe, devrait aller toujours dans le bon sens. Quand il n'est pas dans le bon sens, ça ne s'appelle plus lobbying, mais corruption, non? Ah non, pas nécessairement, non, absolument pas. Il n'y a corruption qu'à partir du moment où on vous offre un avantage indu pour obtenir une décision qui va dans tel ou tel sens. C'est cette idée d'avantage indu, c'est ça qui est, je dirais, l'élément constitutif de la corruption. Mais ceci dit, qu'il y ait des formes d'influence qu'on essaie de persuader les représentants d'une instance, quelle qu'elle soit, que ce soit une instance étatique ou une instance institutionnelle, d'aller dans tel ou tel sens, bon, ça c'est, je dirais, le jeu des relations diplomatiques quotidiennes. Ça se passe tout le temps comme cela. Et ça, c'est pas pour ça qu'il y a corruption. Il y a corruption qu'à partir du moment où il y a notamment l'offre d'argent ou des avantages qui peuvent être des avantages non monétaires. Mais enfin, ça, c'est, on parle beaucoup actuellement, comme vous le savez, des voyages que les parlementaires européens font à gauche et à droite sans les déclarer comme ils devraient le faire auprès des instances parlementaires. Bon, ça, c'est vrai qu'un voyage qui est effectué dans ce sens-là, c'est une forme peut-être qui pourrait être qualifiée de corruption. C'est vrai. Il faut voir un petit peu. C'est une question aussi de degré. Elle est difficile, la limite entre le lobbying et la corruption. Et certainement la définition aussi, au fond, du lobbying et de la corruption. Vous venez de donner un éclairage là-dessus, mais juridiquement,
comme moi je disais dans le... Qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous avez dit quand le lobbying va dans le bon sens? Quand, quand il aide les causes justes, vous vouliez dire? C'est ça, quand effectivement on plaide pour quelque chose qui est conforme au droit, hein, éventuellement à la morale, mais enfin le droit et la morale ne coïncident pas toujours, comme vous le savez, mais enfin quelque chose qui est conforme au droit, ça on ne peut pas parler à ce moment-là de corruption. Mais attention, si effectivement pour avoir une solution conforme au droit, on offre un avantage indu au destinataire de l'action de lobbying, oui, à ce moment-là, ça donne de la corruption, même si elle est dans le bon sens. Très bien, moi je vous laisse le dernier mot pour conclure cette première partie qu'on a consacrée au Sahara occidental. Ben écoutez, moi, tout ce que je peux dire, je ne suis pas représentant d'un État, je ne suis pas parlementaire. Moi, personnellement, en tant que juriste, je ne peux que souhaiter, évidemment, que l'affaire du Sahara occidental trouve son épilogue dans un accord entre les autorités sahraouies et les autorités marocaines. Et je crois que d'ailleurs, les autorités sahraouies ne sont pas hostiles à une idée de ce genre, mais elles veulent que ça se fasse dans le cadre d'accords entre deux États indépendants, à savoir d'une part la République arabe sahraoui démocratique, d'autre part le Maroc. Alors évidemment, on dira que moralement, ce n'est pas normal que finalement une population relativement réduite, hein, c'est vrai que la population du Sahara occidental, les Sahraouis, représente quelques centaines de milliers d'habitants, et là on a évidemment cette idée classique de voir un petit nombre de personnes se replier frileusement sur le gros gâteau économique que représente un territoire. Ici, en l'occurrence, le gâteau économique, c'est notamment les phosphates du Sahara occidental, et d'autre part, les ressources halieutiques, voire éventuellement les ressources en hydrocarbures du plateau continental sahraoui. Mais voilà, ça, si les Sahraouis sont d'accord, il n'y a évidemment aucun problème, tout ça peut se faire, mais il faut que cela se fasse donc conformément à ce que les Nations Unies ont dit, c'est-à-dire après l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination. Et ça, je pense qu'à ce moment-là, on pourrait parfaitement imaginer qu'il y ait des accords d'exploitation des richesses naturelles de ce territoire entre les autorités marocaines et les autorités sahraouies. Eric David, je rappelle que vous êtes professeur émérite de droit international de l'Université libre de Bruxelles. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. Je vous retrouverai plus tard pour une deuxième partie sur un autre sujet tout à fait différent. À très vite. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.